Bonjour tout le monde. Désolé pour ce petit imprévu lié à la plateforme Wonder qui malheureusement est un peu buggé aujourd'hui. Donc on se rabat sur Google, mais pas de problème. On va quand même faire ce GDG. Donc merci à tous d'être venus pour le troisième GDG. Donc lié encore une fois à la sécurité, ça fait suite au GDG d'Anastasia le mois dernier sur la sécurité. Sauf que là, on ira un petit peu plus loin sur les tests d'intrusion. C'est aussi le premier GDG de Mathilde en tant que présentatrice. Donc Donia est là, mais elle laisse sa place à Mathilde pour ce premier GDG. Bonjour. Voilà, donc elle remplace Donia pour celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas le GDG, c'est un talk technique tous les mois et on essaye de temps en temps de faire une présentation présentielle. Et notamment, on va en faire une le 31 mai au MK à Sophia Antipolis. Le but étant de présenter les dernières nouveautés de Google pour un Google I.O. Extended. Donc, si vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander le lien. Donc, je vais me présenter et ensuite je donnerai la main à Mathilde. Et voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Que ce soit pour nous ou pour Florian. La partie networking aujourd'hui sera peut-être un peu différente. Si vous voulez rester, il n'y a pas de problème, mais sinon ça va être un peu plus compliqué. Alors, je me présente. Donc moi, je suis Fabrice Fontenoy. Je suis développeur plutôt back Kotlin. Et je fais aussi du Kotlin React pour une partie front. Voilà, principalement pour une startup sur Sophia Antipolis. Et je fais aussi de la formation Git. Voilà. Et je co-organise du coup les GDG avec Donia et Mathilde. Donc je donne la main à Mathilde pour qu'elle se présente et puis qu'elle vous explique comment ça va se passer. Bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est Mathilde, je suis full stack développeur JS et CTO de l'Empire. Et du coup, nouvellement dans le GDG. Pour vous parler un petit peu de l'événement d'aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà venus, on va faire à peu près comme d'habitude. On commence par donc, la présentation de Florian. C'est une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on enchaîne sur une session questions-réponses. Donc l'idée, c'est que tout le long de la présentation, vous pouvez poster vos questions dans le chat et à la fin, on les lira à voix haute pour qu'elles soient disponibles aussi dans le replay et Florian y répondra. Et pour la partie networking, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous repartagera le lien de Wonder pour ceux qui ont envie de participer à ça, puisque sur Google Meet, ça va être un petit peu plus compliqué. Et c'est tout pour moi. Fabrice, je te laisse du coup présenter Florian. Alors, donc là aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Florian. Donc, Florian Eka, voilà, qui va nous présenter son activité, notamment ses tests d'intrusion et quelles sont les failles de sécurité qu'il arrive à trouver. Voilà. À titre perso, j'ai connu Florian puisqu'il est intervenu sur la solution que j'ai développée pour la startup pour essayer de trouver les failles de sécurité que j'avais insérées. Bien sûr, il n'en a pas trouvé, évidemment. Zéro. Zéro. S'il en a trouvé, mais je ne les donnerai pas. Faut pas, secret. Non, faut pas. Voilà, donc je vous laisse entre les mains de Florian qui va faire sa présentation et on se retrouve tout à l'heure pour la session de questions-réponses. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de tests d'intrusion et failles de sécurité. Pour vous donner un peu une idée de ce dont on va parler pendant une vingtaine de minutes, je vais commencer par me présenter. On va donner quelques définitions du pentest ou test d'intrusion. On va définir les différents types de pentest qui existent. Quelles sont les étapes donc, dans le déroulement d'un pentest, c'est-à-dire à partir du premier contact avec le client jusqu'au livrable. Enfin, je vais vous donner quelques outils que j'utilise personnellement et que vous pouvez aussi vous utiliser à titre perso si vous êtes intéressé par la sécurité de votre produit. C'est assez facile à mettre en place et ça va vous donner pas mal d'indicateurs. Bon, voilà. Bien entendu, ça reste des outils et c'est automatisé, donc ils passent à côté de plein de choses. Mais si vous n'en avez jamais fait tourner, c'est très intéressant de faire ça. Au moins, déjà rien pour comprendre l'approche, mais aussi pour éventuellement trouver quelques failles bateau dans votre application ou dans peu importe votre réseau. Et puis ensuite, on va aussi faire une petite démo sur une appli web
pour vous montrer un peu quelques tests qui sont faits à la main et quelques exemples de correction avec le code qui va avec. Donc c'est bon, ce sera du PHP. Je pense que JavaScript aurait peut-être été plus approprié, mais bon, en PHP, on a quand même aussi une bonne vision des problèmes en fait qui peuvent être amenés et comment les résoudre de manière relativement simple. Après, simple, c'est jamais simple dans une entreprise, hein, mais bon, en tout cas, il y aura des exemples de correction. Donc, un petit peu à propos de moi, j'ai commencé par faire donc le DUT à Sophia Antipolis en réseau et télécommunications. Ensuite, je suis parti à Édimbourg pendant 2 ans pour faire un bachelor système et réseau. Et enfin, j'ai fait mon master 2 à Amsterdam en sécurité des systèmes et réseaux. Et c'est justement donc, à Amsterdam pour mon stage de master que j'ai découvert le hacking. En fait, je suis allé chez Deloitte, une boîte de consultants très connue notamment dans le monde de la finance. Et ils avaient toute une branche de hacker éthique à Amsterdam. Donc, je suis rentré un peu par hasard, même si je savais très bien que la sécurité et la sécurité offensive particulièrement me plaisaient beaucoup. C'était un bon premier pas. Et donc, suite à ce stage, je suis rentré chez Deloitte en tant que pentester. Donc, j'ai fait un peu plus d'1 an chez eux. Puis, je suis rentré en France pour travailler en fait et me mettre avec ma copine à Toulouse. Donc, je suis allé en SS2I. Donc, j'ai fait 6 mois chez Orange avec une SS2I. Et toujours dans la même SS2I, j'ai fait ensuite 1 an dans le SOC d'Airbus. Sauf que tout ce qui est sécurité défensive, ça me plaît quand même beaucoup moins que la sécurité offensive. Il y a beaucoup moins de jeux de puzzle, en fait, entre guillemets. Donc, j'ai décidé de quitter ma SS2I de l'époque et fonder Atmosphère, que j'ai fondé en 2018, qui n'était pas sous le même nom à l'époque. Mais voilà, donc depuis 2018, je suis gérant et donc principalement pentester plus que gérant. Par rapport à la définition du pentest, donc déjà de une, c'est pourquoi le hacking existe en règle générale. Donc on a plein de raisons. Voilà, on a le just for fun, on a pas mal de gens qui voilà juste pour voir la sécurité d'un produit vont essayer de le hacker, de rentrer dedans. Donc c'est assez fréquent. C'est comme ça qu'on a beaucoup de bugs qui sont remontés justement dans la communauté. On a beaucoup de hacking pour des opinions politiques, des opinions écologiques, différentes opinions. On le voit notamment avec la guerre en Russie, avec Anonymous qui ont attaqué la Russie. Donc voilà, il y a beaucoup de hacking basé sur les opinions. Bien sûr, le vol d'informations sensibles, les rançongiciels, c'est vraiment les deux les plus connus. Détruire les réseaux adverses pendant la guerre, qui sont aussi dont on parle très peu, mais qui sont très utilisés. Et enfin, la manière éthique qui est d'utiliser le hacking pour améliorer son niveau de sécurité générale. Et donc, c'est ce pen test-là, donc le hacking éthique dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs dénominations hein, pour le hacking éthique. On a le penetration testing, c'est pour ça qu'on appelle ça du pen test, en fait, ça vient de l'anglais penetration testing. On a aussi du red teaming, qui est une forme différente de pen test, mais on reste vraiment dans cette idée de hacking éthique. White hat hacking, donc on a les white hat, les grey hat, les black hat. Je ne vais pas rentrer dans le domaine, mais je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Et enfin, hacking éthique, qu'on a déjà mentionné plusieurs fois. Et c'est donc ça fait partie d'un programme de sécurité et ça permet d'identifier les failles de sécurité. Donc l'idée est tout simplement d'implémenter pour les entreprises de la sécurité par l'attaque. Le but étant d'identifier un maximum de vulnérabilités, bien sûr de ne pas s'en servir, de les mettre dans un rapport, fournir ce rapport au client. Et avec ce rapport, il va pouvoir reproduire les failles et surtout les patcher. Donc dans le pentest, on a aussi les APT, Advanced Persistent Threat. C'est le schéma global en fait pris par aussi bien les white hats que les black hats. C'est vraiment le schéma classique pour hacker une entreprise. Donc il y a toute une série d'étapes à respecter. Donc on va voir dans le premier temps le footprint qui va être juste simplement de détecter tout ce qu'il y a externe à l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est DNS, quel est l'IP range, quels sont les IP publics de l'entreprise, quels employés travaillent là-bas. Donc c'est toute la partie Open Source Intelligence, OSINT dans le jargon. Ensuite, une fois qu'on a vraiment récupéré toutes ces informations globales, on va faire donc de l'énumération sur ce qui est trouvé. Donc nous, généralement dans le pentest, cette première partie est un peu, on va dire, parce qu'on va bien sûr regarder, mais la partie énumération va être sur les IP donnés par le client. Les IP ou les applications données par le client. Mais voilà, un groupe de hackers, ou alors dans le cadre d'un red teaming, on ne parlera pas trop de red teaming aujourd'hui, on pourra éventuellement dans la question avec plaisir. Mais donc là, dans l'énumération, une fois qu'on a trouvé, si on était un groupe malveillant ou dans un red teaming, une fois qu'on a trouvé toutes les informations qu'on souhaite, on va scanner toutes les IP trouvées et on va essayer d'identifier quels sont les services qui tournent.
Une fois qu'on a trouvé les services, il faut réussir à trouver les informations de version, il faut savoir s'il y a des vulnérabilités qui tournent déjà ou pas dessus. Est-ce que les versions identifiées sont vulnérables à certaines vulnérabilités ou non. Et donc, une fois qu'on a fait vraiment tout ce mapping, une fois qu'on sait quels sont les IP, quels services tournent, qu'est-ce qui est vulnérable, on va passer à la partie exploitation. Donc, pour ça, beaucoup de monde connaît Metasploit, qui est un framework en fait, qui contient déjà des milliers, je crois 2500 de mémoire, je ne sais plus exactement, plusieurs milliers de vulnérabilités en fait, et donc on peut s'en servir pour exploiter les plus connus. Mais bon, quand on utilise Metasploit, on est quasiment tout le temps directement repéré par tout ce qui est IDS, firewall, etc. Donc bon, c'est pas très utilisé. Mais nous, dans le pentest, quand ça nous est égal d'être détecté et qu'on est là justement pour identifier un maximum de failles, on peut s'en servir, c'est pas un problème. Donc on passe à la partie exploitation. On considère que l'exploitation a été réalisée avec succès, donc on est dans l'entreprise en fait. On a un pied dedans, on a une machine ou un serveur. Et donc à partir de là, il va falloir, parce que très souvent, on n'a pas les droits root ou les droits administrateurs sur le serveur, donc il va falloir élever ses privilèges. C'est toute la partie privilege escalation. Donc, il y a pas mal de choses à checker. On ne va pas non plus rentrer à détail là-dedans. Nous, ce dont on va parler principalement, ça va être tout ce qui est identification de vuln et exploitation. Je vous fais juste le petit topo parce que c'est quand même intéressant de savoir ça. Donc, partie privilege escalation, on est root, ou on est administrateur, ça dépend de l'OS sur lequel on est. Il faut donc ensuite faire de la persistance. Il faut que même si voilà, on perd accès pour une raison ou une Y, la communication est coupée, mais il va falloir qu'on puisse se reconnecter à cette machine. Donc ça, c'est la partie persistance. Une fois qu'on est sûr d'avoir notre pied à terre dans l'entreprise et qu'on puisse y revenir quand on en a besoin, on va entamer toute la démarche de pivot, c'est-à-dire on va scanner le réseau interne et on va reprendre un peu tout ce qu'on a fait plus tôt, mais non toute la partie interne. Comme ça, on va pouvoir identifier les autres machines qui sont vulnérables, pivoter dans le réseau, identifier des nouvelles machines et donc du coup petit à petit monter en privilège. Et pour atteindre, très souvent, il va falloir atteindre un objectif qui va être comme écrit là, soit de la data exfiltration, donc sortir de la donnée, on le ransomware, ça c'est pour les black hats. Nous on fait pas ça, mais on peut aussi devenir domain admin, c'est souvent un des objectifs. Donc voilà, on va petit à petit monter jusqu'à obtenir l'objectif. Et enfin, une fois que c'est fini, qu'on soit un black hat, un white hat, il y a toujours du clean-up. Il faut enlever toutes les traces. Donc voilà un peu comment ça fonctionne un hack de manière générale. Et surtout dans la vraie vie, c'est vraiment ces étapes-là qui sont suivies. Donc les différents types de pentest, en fait, on a trois maillons dans la chaîne de cybersécurité. On a le maillon cyber que tout le monde connaît et qui est un peu ce que je vous ai défini dans le slide d'avant. On a aussi la chaîne, le maillon humain, qui va être donc tout ce qui est plutôt phishing, tout ce qui est social engineering. Donc c'est en fait exploiter l'humain et la gentillesse de l'humain ou même faire de la deception, comme on dit en anglais, enfin tromper l'humain pour obtenir à nos fins et accéder au réseau. Et enfin, on a toute la partie physique qui est un peu comme dans le film que vous avez probablement tous vu, Ocean's 11. Voilà, le but, c'est vraiment, on va vouloir soit par exemple voler un document confidentiel dans le bureau d'un des CEO, enfin d'un des exécutifs, pardon, ou alors on va vouloir se brancher directement au réseau de manière physique. Donc ça, c'est les trois maillons. Et là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le côté cyber. Donc sur les services cyber, on a deux types de services en fait dans le pentest. On a des services sur périmètre qui sont vraiment le plus souvent employés. Et notamment quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience avec des pentesters et que l'entreprise n'est pas mature au niveau du pentest, il faut commencer par du périmètre. Parce que le périmètre, ça vise à identifier un maximum de vulnérabilités et faire ensuite le rapport avec toutes ces vulnérabilités identifiées. Et le but n'est pas en fait d'exploiter ces vulnérabilités. Donc, admettons, je trouve une injection SQL dans un service sur périmètre. Je vais faire mon POC, démontrer que voilà, l'injection SQL est valide, mais derrière, je ne vais pas aller récupérer les données du client, je ne vais pas essayer de récupérer des mots de passe. Donc voilà, c'est ça le but. Et comme ça, en fait, pour une entreprise qui n'est pas très mature, ça va lui permettre d'avoir vraiment une idée, un grand éventail de toutes les vulnérabilités qui existent. Et après, une fois qu'elle a fait plusieurs pentests, elle pourra passer sur le deuxième type de service. Comment je vais vous décrire juste après. Mais donc là, sur périmètre, on va très souvent faire du pentest sur ce qui est application web et application mobile, sur les infrastructures. Et après aussi, suivant le cœur de métier de l'entreprise, on peut faire du SCADA, donc c'est tout ce qui est système industriel. Par exemple, une fabrique de chocolat, un système industriel qui va faire tourner, qui va préparer les chocolats. Et tout ça, en fait, on peut les hacker également. Il y a toute la partie IoT. Donc, il y a pas mal de... Tout, en fait, peut être rentré dans le périmètre.
Et enfin, toute la partie sur objectif, une fois qu'on a fait le périmètre, une fois que l'entreprise est plutôt confiante de son niveau de sécurité, on va passer sur une version sur objectif, donc qui reprend un peu la partie APT, c'est-à-dire, ben voilà, on a pour objectif de devenir domaine admin. Quel est le meilleur moyen, le moyen le plus rapide d'arriver à nos fins en fait. Donc voilà, ça permet d'effectuer une simulation d'attaque complète et qui peut mêler le cyber, l'humain et le physique. Parce que donc, on a l'autorisation de vraiment faire comme un black hat. Et c'est-à-dire que voilà, je vais essayer de passer par le cyber. Si ça passe pas, je fais du phishing. Si ça passe pas, je peux même essayer d'y aller physiquement. Et donc voilà, ça va vraiment mettre tout à l'épreuve. Et derrière, en fait, le rapport est plus sous une forme d'histoire, dans le sens où on a exploité telle faille, telle faille, telle faille, telle faille, qui a fait qu'au final, on a réussi à arriver à l'objectif ou pas. Mais en tout cas, ça va expliquer vraiment tout le procédé. Voilà, donc là, on a quelques exemples d'objectifs. Prendre le contrôle du compte domaine admin, prendre le contrôle de l'application métier, ou alors accéder à des données sensibles dans l'ordinateur du CEO, par exemple. Voilà. Et voilà, un petit mot sur les parties physiques et la partie humain. Donc la partie physique, voilà, je vous l'ai déjà un petit peu décrit, ça concerne l'accès à des données sensibles via les locaux de l'entreprise. Et avec ces tests, on tente d'obtenir des fichiers dans le bureau d'un membre exécutif de l'entreprise ou de se brancher directement au réseau. Ça peut varier. Moi, par exemple, mon dernier pentest physique, c'était un magasin, en fait, un magasin qui vend de l'électroménager. Et il fallait réussir à rentrer pour s'introduire dans le réseau. Donc, on a réussi à faire ça via un des ordinateurs du lobby, en fait. Donc, c'était assez simple, hein, quand même, comme pentest physique, puisqu'il n'y a pas de... Dans ces gros magasins-là, il n'y a pas forcément de check à l'accueil pour rentrer. Et en plus, il y a des ordinateurs qui sont souvent laissés dispo comme ça, donc c'est assez simple. Et après, ça s'est un peu gâté pour accéder au bureau du directeur, puisque le bureau du directeur était à l'étage, comme souvent dans ce type de magasin. Donc, il a fallu se faufiler, etc. Et en plus, on avait l'interdiction de faire le social engineering, donc c'est assez compliqué. Mais bon, on a quand même réussi, mais c'était pas gagné. Et enfin, les services humains, donc voilà, qui concernent l'accès à des données sensibles grâce au vecteur humain. Et souvent, voilà, les campagnes de phishing. Dans l'entreprise aussi, on a développé une escape game en fait qui permet de mêler team building et challenge cybersécurité. Donc voilà, il faut crocheter un cadenas. Voilà, je n'en dis pas trop, mais voilà, l'idée est vraiment que chaque challenge en fait est un petit rapport à la cybersécu. Et à la fin, chaque groupe qui est passé répond à un petit quiz et puis on fournit un petit rapport sympa au client. Donc voilà, ça c'est des manières voilà, de vraiment faire de l'awareness de la sensibilisation envers les employés d'une entreprise. Donc ensuite, comment se déroule un pentest? Donc les différentes étapes. Dans un premier temps, on va donc se connecter se communiquer avec le client et définir vraiment son besoin réel. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, moi ça m'arrive de voir des clients qui disent moi je veux faire un red team. Oui, on peut faire un red team sans aucun problème. Seulement, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver, si vous n'avez jamais fait de pentest, c'est sûr, c'est qu'on va arriver à l'objectif et on va passer à côté de tout un tas de vulnérabilités parce qu'on ne va pas vous les faire remonter puisque ce n'est pas notre objectif. Et par contre, voilà, s'il vient et qu'il me dit, bah voilà, moi j'ai fait du pentest avec plein de monde, j'ai même déjà fait plusieurs red teams, je veux changer d'équipe pour voir un peu s'il y a d'autres moyens de rentrer ou des moyens, parce que chaque équipe est évidemment différente. Je vais identifier des choses que d'autres équipes ne trouveront pas et d'autres équipes trouveront des choses que mon équipe ne trouvera pas. Donc on définit vraiment le vrai besoin. Ensuite, on envoie donc bien entendu une proposition de service avec les conditions générales de service pour voilà, qui met noir sur blanc ce dont on a discuté pendant la communication. Et si le client accepte donc, on va faire signer ce qu'on appelle une lettre d'engagement. La lettre d'engagement, ça reprend tout le côté légal. Parce que, comme vous le savez, le pentest, c'est assez edgy. On est à moitié... on est légal, mais justement, il faut faire très, très, très attention parce qu'on peut très vite devenir illégal. Donc, la lettre d'engagement va reprendre en fait tout ce qu'il y a dans la proposition de service, le mettre au clair, les dates, qui est concerné, qui sont les contacts, qu'est-ce qui est visé ou pas, etc. Ensuite, on va faire les tests. Donc, les tests prennent en moyenne 1 à 12 semaines. Donc, tout ce qui est pen test, on est plutôt dans la période courte. On va dire, ça prend entre 4 et on va dire 15 jours de travail maximum. En moyenne, on doit être dans du 7 jours, je pense. Et par contre, 12 semaines, c'est quand on est plus sur du red team. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps, il faut faire de l'open source intelligence, avoir les informations qu'il nous faut, faire le phishing, attendre que quelqu'un clique, rentrer, faire l'énumération dedans, pas se faire choper par l'antivirus, pas se faire choper par la blue team. Donc voilà, ça c'est du 12 semaines, c'est de l'engagement de longue durée. Et donc bien entendu, un red team est beaucoup plus cher qu'un pen test en règle générale, puisqu'il prend beaucoup plus de temps. Et enfin, le livrable, c'est tout simplement un rapport qui contient une vue d'ensemble du test, et ensuite l'ensemble des failles observées de manière précise, bien décrite, avec une description, l'impact de cette faille,
le risque CVSS associé. Donc le CVSS, c'est en tout cas dans le web, moi je m'en sers beaucoup dans le web, je m'en sers un peu moins dans les rapports Red Team, mais dans le web, ça va nous donner un chiffre de 0 à 10 sur la criticité, 10 étant le plus critique. Et donc les screenshots qui permettent la reproduction de la faille, et enfin quelques lignes de recommandation. Donc voilà pour un peu le déroulement général d'un pentest. Mathilde, on fera les questions après, hein, c'est ça? Parce que tout à l'heure je parle. Oui, c'est ça, on reprend les questions à la fin de la présentation. Ça marche. Et enfin, voilà, donc quelques outils qui peuvent vous aider. Donc ça, on pourra vous envoyer les slides sans aucun souci si vous n'avez pas forcément besoin de noter. Mais voilà, donc les scans de vulnérabilité globaux type Nessus ou OpenVAS sont très bien pour vraiment faire un gros ratissage au niveau du nombre d'IP. Et voilà, ils vont pareil regarder tous les services qui tournent, est-ce qu'ils peuvent identifier des versions, est-ce que ces versions sont connues pour être vulnérables, etc. Donc c'est vraiment pas mal. OpenVAS, c'est open source, mais c'est franchement galère à installer. Mais par contre, une fois que vous l'avez, c'est bien, ça marche bien. Moi personnellement, je préfère Nessus, par contre c'est payé. Mais voilà, les deux fonctionnent très bien. En termes d'outils web, donc Burp, c'est vraiment l'outil par excellence que vraiment on utilise tous dans les pentests web. C'est un proxy HTTP en fait, tout simplement qui va nous permettre d'intercepter les requêtes. Et tous nos tests manuels, en fait, on va les faire à partir de Burp. Donc c'est pas mal pour jouer, voir un peu ce qui passe au travers du câble, etc. Donc c'est vraiment un bon outil. Et Nikto, c'est un scan de vuln, mais applicatif uniquement pour le site web. GoBuster, Dearbuster, on va faire du brute force de fichiers, donc on lui donne une word list et on va vraiment essayer d'identifier un maximum de fichiers qu'on pourrait éventuellement en fait accéder directement, mais qu'on ne voit pas, où il n'y a pas de lien. Donc ça, c'est pour trouver les fichiers cachés en fait ou les fichiers oubliés. Et enfin, un test SSL, c'est ce qui permet de checker la configuration SSL. Donc assez bateau, et il y a Qualys qui fait ça. Enfin, il y a pas mal de sites en ligne déjà qui permettent de faire ça. Mais ça le permet de faire en local. Des outils mobiles, voilà, Drowser, c'est de l'exploitation de failles mobiles Android. Et Frida, pareil, c'est pour se hooker sur des fonctions mobiles. Donc ça, c'est pas mal si vous êtes développeur ou si vous avez une application mobile. Ces deux outils ils sont vraiment sympas pour checker un peu les failles, etc. Et enfin, pour le training, tout ce qui est DVWA, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une plateforme d'entraînement sur tout ce qui est pentest web. DVMA, tout ce qui est pentest mobile. Et rootme.org et hackthebox.com, c'est tout ce qui est challenge en fait. On a beaucoup ce qu'on appelle CTF en hacking, je ne sais pas à quel point c'est connu, mais ça veut dire capture de flag. Et en fait, on a des challenges et il faut réussir à identifier, à trouver le problème, exploiter la faille. Et après, une fois qu'on aura exploité la faille, on aura accès au drapeau, capture de flag. Et ensuite, en donnant le drapeau, on valide le challenge et on a les points. Voilà, on a ce qu'il faut, souvent, c'est des points. Alors, demo time. Donc, je vais... Hop. Donc, je vais pas lancer la VM parce que j'ai eu la bonne idée d'oublier mon chargeur. Et donc, du coup, j'étais en mode économie d'énergie. Mais ça devrait pas être très long. Voilà. Alors, on va peut-être mettre en mode plein écran. Très bien. Donc là, c'est l'interface de DVWA, ce que vous voyez ici. Donc DVWA, ça veut dire Damned Vulnerable Web Application. Et donc, il y a toute une série de vulnérabilités là que vous pouvez essayer, vous pouvez vous entraîner. Donc voilà, moi je l'ai installé sur une VM. Après, vous pouvez le faire un peu sur votre host aussi si vous voulez. C'est vraiment, ça dépend de vous. Donc là, une petite démo d'injection SQL. Donc par exemple là, on veut récupérer les informations d'un utilisateur qui a pour ID 1. Et donc lui, il s'appelle admin. Et en fait, ce qui est pas mal aussi avec DVWA, c'est que ça nous donne, ici en cliquant View Source, ça nous donne le source code, donc qui est là. Et donc comme ça, on peut regarder un peu en fait à quoi ça correspond. Et donc pour celui-ci, on voit qu'en fait ici, donc on va récupérer l'ID. Et là, on a la partie intéressante où on va justement en fait voir la requête SQL qui est effectuée et de quelle manière elle est effectuée. Donc on a donc une requête MySQL classique, select first name, last name from users where user ID equals notre ID. Et donc ça, en fait, c'est la partie que l'utilisateur contrôle, puisque là, nous, quand on met un 1 ici, en fait, ici, ça va être remplacé et ça met un 1. Et donc, le principe d'une injection SQL, c'est de pouvoir, en fait, essayer ici de modifier la requête de telle sorte à ce qu'elle fasse, à pouvoir mettre notre propre requête à nous. Donc là, par exemple, si je suis ici et que je mets mon ID 1 or 1 equals 1, et ensuite je fais ça c'est un commentaire en SQL. Normalement, si je fais ça,
Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, j'ai mis 1, j'ai fermé la petite apostrophe qu'on voit ici, et j'ai ajouté un or 1 equals 1. Et or 1 equals 1, ça veut dire or true, parce que 1 equals 1, bien sûr, c'est true. Donc en mettant true, en fait, ça va nous donner toutes les informations de la base de données. Et après, à partir de là, on peut, en fait, là, j'ai tout simplement injecté true, mais je peux aussi derrière faire un union select, comme on appelle ça, et donc faire ma propre requête SQL derrière et ainsi récupérer les mots de passe, bien sûr, qui ne sont pas en clair. Après, il faut les craquer, etc. Et donc, en fait, quelle est la manière de se protéger de ce type d'injection-là? En fait, il faut aller voilà, ici. Et donc là, on a la version impossible. C'est-à-dire que là, ils nous ont mis une version où on ne peut pas faire cette injection-là. Donc on voit que ici, on récupère encore l'ID, etc., etc. Et là, on voit notre requête SQL. Seulement, avant cette requête, on a ce qu'on appelle, donc c'est en PHP hein, toujours, donc ça va être propre à chaque langage. On a ce qu'on appelle un prepare statement. Et prepare, c'est une fonction PHP qui va donc justement préparer l'information qui est donnée par l'utilisateur et faire en sorte que ça puisse pas s'injecter dans la base de données. Donc ça va être par exemple enlever les single quotes ou mettre un backslash devant. Enfin, voilà, il y a plein de manières. Je ne sais pas exactement de quelle manière ça marche, mais je sais que c'est cette fonction-là qui empêche en fait toute injection. Donc, bien entendu, il y a régulièrement des bypass qui sont trouvés pour bypasser cette fonction-là. Par contre, voilà, à chaque fois, la fonction est mise à jour. Donc, on est toujours dans ce jeu du chat et la souris perpétuel qui ne s'arrête jamais. Et voilà, donc pour la partie SQL, c'est important, si vous faites du PHP en tout cas, de mettre ces prepare statements qui vont vous permettre de vraiment de vous protéger des injections SQL. Je ne sais pas combien j'ai de temps là encore, il est 32. Ça fait déjà combien, 20 minutes que je parle là? Peut-être en faire encore qu'une seule. Allez, vas-y, tu peux en faire encore 5 minutes, je pense. Alors, attends, je vais passer ça. Tac. Donc l'injection de commande, c'est un peu le Graal dans une vulnérabilité web, parce que ça va nous permettre d'aller directement donc, du coup, injecter des commandes dans le serveur et lui faire ce qu'on veut. Et donc là, souvent, un serveur web, il tourne avec les droits sur Linux, en tout cas www.data. Et donc à partir de là, si on arrive à avoir une injection de commande, c'est de là où on va faire un reverse shell et on va vouloir élever nos privilèges à ceux de route. Donc là, par exemple, on a une application qui nous permet de faire un ping d'un device. Donc si je fais un ping, voilà, 7 tech. Donc là, ça lag un petit peu parce que c'est le temps que la commande fonctionne. Ça me fait mes 4 pings en local et ça me montre que ça marche. Mais donc en fait, si c'est pas bien protégé, derrière là, on peut imaginer que ce 127.0.0.1 que je donne à l'application, il est donné au serveur et le serveur va faire ping moins C4 parce que je pense qu'il faut mettre des trucs parce que pour en avoir que 4. Donc ping moins C4 et 127.0.0.1. Donc là, si par exemple je fais juste ça, donc point virgule qui est en bash la fin d'une commande et que derrière je fais ID, voilà, donc j'ai toujours mon ping qui se fait bien entendu puisque voilà, il se passe rien. Mais en dessous, je vois que la commande ID a été exécutée. Et donc là, quand on voit ça en tant que pentester, bah voilà, on a tout gagné. Après, bon, bien sûr, le client, il est triste parce qu'il se dit qu'il y avait une Maxify, mais il est aussi content parce que il sait que il a résolu quelque chose de costaud. Donc, par rapport au source code de ça, donc là, on récupère le IP, ping, ah bah voilà, on voit là. Donc là, en fait, il check quel OS on a. Donc si c'est Windows, il fait un ping, et si c'est Linux ou Unix, n'importe, il fait un ping moins C4 avec l'information qu'on lui donne. Donc là, il fait juste un shell exec. Et donc la manière de se protéger de ça, il n'y a pas vraiment une fonction un peu comme en SQL, un prepare statement. Là, il faut faire vraiment soit du whitelistage sur ce qui est autorisé d'être entré, ou vraiment de faire du regex pour autoriser que certaines choses. Et donc là, en fait, là, c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils ont commencé par splitter en 4 octets. Ensuite, ils vérifient que ces 4 octets sont des int, enfin des entiers. Et si c'est le cas, on les remet ensemble. Et ensuite, on fait un shell exec de ça. Et donc, du coup, de cette manière-là, on pourra mettre que des chiffres et il n'y a pas de manière avec uniquement des chiffres de bypasser ce type de requête. Donc pour ce cas-là, ça fonctionne. Bien entendu, ça va être propre à chaque fonction. Mais chaque fois que vous faites un shell exec, vous faites l'équivalent dans un autre langage qui s'exécute sur votre host.
c'est très très important de bien vérifier qu'il n'y a pas d'entrée que l'utilisateur peut modifier. Et si c'est le cas, si c'est obligatoire, alors il faut vraiment faire en sorte que ce soit du whitelistage, soit que vous ayez une regex béton, mais qu'on ne puisse pas passer autour. Donc voilà pour ce qui en est de la commande d'injection. Oui, la file inclusion, c'est pas mal ça. Donc en fait, il y a pas mal d'applications qui vont, en fait, on le voit en haut dans l'URL, qui vont chercher un fichier, un autre fichier et qui l'incluent en fait dans leur page. Donc en l'occurrence, on voit que le fichier 1, enfin file 1, il est récupéré et il est affiché là. Donc là, on voit hello admin, blablabla. Et donc là, voilà, il y a probablement un peu de PHP. Mais par contre, ce qui est important, c'est que dès qu'on voit un page equals ou voilà un paramètre ici qui nous fait penser que ça pourrait récupérer un autre fichier, ben, on peut se dire qu'on peut en fait inclure un peu n'importe quel fichier. Donc la première chose à faire, c'est toujours faire point/slash, 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 point/slash. On fait ça pas mal de fois. Comme ça, là, on est sûr qu'on est arrivé à la racine. Et une fois qu'on arrive à la racine, on va essayer de lire un fichier qui est word readable. Et word readable, on a par exemple slash passwords. Et donc là, on peut voir que justement, en fait, il y a bel et bien une inclusion, que la protection contre ce type d'attaque est quand même bien connue, bien documentée et pas mise en place. Et donc, on récupère le fichier /password. Donc, on voit. Donc là, en fait, à partir de là, on va pouvoir commencer à explorer le fichier, récupérer pas mal d'infos. Souvent, ce qu'on fait, c'est on va pas aussi loin que ça. On va récupérer tout ce qui est information de base de données. Donc, on va avoir un config.php quelque part. Et donc, on va essayer de récupérer les infos de base de données et, voilà, et se balader comme ça, récupérer le code source de la page également pour voir de quelle manière il est fait. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est inclusion. Et donc, pour la... Voilà, donc là, ici, on voit, c'est un peu le même principe que sur l'injection SQL. On fait un $get de la page et voilà, point, on lit, terminé. Donc là, il n'y a aucune sanitisation, il n'y a rien. Donc l'idée, c'est là, bah, on va faire ça, on va récupérer exactement de la même manière, sauf que derrière, on va rajouter un check. Et donc là, ils ont mis en place une whitelist. Donc il faut que la whitelist, il faut que ce fichier, enfin dans le paramètre page, on ait inclus .php ou file1.php ou file2.php, etc. Et sinon, ça fait un exit du code et il ne se passe rien. Donc voilà un peu pour les vulnérabilités un peu classiques. Celle-ci, c'est des cas d'école, on n'en trouve pas souvent, de moins en moins. Mais voilà, c'est important d'être au courant que tout ceci est possible et qu'à partir d'un site web, on peut prendre contrôle de votre serveur. Et à partir de là, si on prend contrôle de votre serveur, très souvent, on est dans votre réseau. Et à partir de là, ça peut mener à tout ce dont on discutait auparavant. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, que je ne suis pas allé trop vite sur ces points-là. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, j'ai pris un slide, parfait. Voilà. Bah, merci beaucoup, Florian. C'était top. Bon, je pense qu'il faut qu'on révise nos acronymes un petit peu, nos termes en anglais. Mais... Désolé. non, mais ça va. Il y en a juste un que j'ai eu du mal à comprendre. C'est, je sais plus ce que tu disais, Red Team ou un truc comme ça. Red Ouais. Team. C'est quoi exactement? Le red teaming, en fait, je ne suis pas passé dessus exprès. C'est en fait toute la partie pentest sur objectif. Donc, on a la partie pentest classique sur périmètre, où on va vraiment identifier un maximum de vulnérabilités. Et quand je vous disais, on a un objectif type devenir domaine admin et on y va le plus vite possible, ça, c'est très souvent ce qu'on appelle un red teaming. Et on appelle ça un red teaming parce que c'est l'équipe rouge, donc nous, contre très souvent, parce que c'est des entreprises qui sont quand même une immaturité certaine, qui ont très souvent un SOC, c'est red team contre blue team. Le blue team, c'est le SOC. D'accord. Ah, c'est Raid. Ok, c'est pas Red. Mais pardon. Non, mais c'est moi qui. Okay. Parfait. Pour tout le monde, si vous voulez poser des questions, allez-y dans le chat, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai quelques-unes encore. Donc... Mathilde, tu as une question ou pas? Alors, moi, j'ai une petite question aussi. Du coup, tu as donné des sites, des plateformes pour s'entraîner. Est-ce que pour quelqu'un de débutant qui voudrait s'y mettre, attaquer directement par ça, c'est possible? Ou est-ce que tu aurais des suggestions peut-être de comment rentrer dans ce domaine? Alors, quelqu'un de débutant qui n'est pas du tout dans le dev, avec The Box, on peut l'oublier. C'est plutôt du RootMe et encore, quelqu'un qui est débutant, c'est la claque là comme on est à l'université, quoi. Hein. HTML, CSS, vraiment la base de la base pour juste déjà commencer à comprendre comment ça fonctionne l'informatique. Et après, éventuellement, passer sur du RootMe. Et pour quelqu'un qui est dev mais qui connaît rien du tout à la sécurité, RootMe, c'est pas mal parce que c'est des challenges qui sont assez faciles. Les titres des challenges vous disent directement quelle est la vulnérabilité, donc ça c'est vraiment sympa aussi. On sait ce qu'on cherche en fait, et il y a des liens
qui nous aident pour comprendre la vulnérabilité et pour essayer de l'exploiter. Donc, c'est quand même RootMe, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup, c'est vraiment génial. Il y a plusieurs types. Il y a des challenges web, du challenge réseau, du challenge programming. Donc, on est plus dans du white box. Enfin, je sais pas comment on parle. Il y a, voilà, il y a de la stégonographie avec les images. Il y a plein de différents types de challenges. Et enfin, Hack the Box, par contre, ça, c'est vraiment le principe. Il nous donne une box. On a accès au VPN. On se connecte à cette box. On fait tout le truc APT. C'est-à-dire, on scanne, on identifie les ports, on identifie les services, on trouve une faille, on exploite. Et on arrive. C'est un process de pentesting, du coup. Comment? C'est plus un vrai process de pentesting, du coup. Ouais, il y a plus, et c'est quand même beaucoup plus technique que RootMe. Pour quelqu'un de débutant, RootMe, c'est quand même vraiment pas mal, vu qu'on sait où on va, en fait. Et quand on ne connaît pas grand-chose, c'est plutôt pratique de savoir où on va. Alors, on a une question dans le chat de Cyril qui dit: tu viens de nous montrer 3 cas d'école, mais tu dis que c'est de plus en plus rare de tomber sur ce genre de failles. Du coup, c'est quoi les principales failles, même tricky, aujourd'hui? Moi, personnellement, ce que je trouve le plus, c'est ce qu'on appelle des failles de logique, dans le sens où, par exemple, on va avoir une API GraphQL qui donc retourne les informations dont l'utilisateur a besoin. Et donc, bien sûr, il y a de l'authentification au milieu. Et ce qui se passe, c'est par exemple, ça m'est arrivé il y a 2 mois, je crois, il n'y a pas longtemps en tout cas. Il fallait changer tout simplement quand je m'inscrivais, je me rajoutais rôle égal admin, donc bien sûr en JSON, et j'étais devenu admin. Et ça, c'est ce qu'on appelle des failles de logique, dans le sens où déjà un scanner de vulnérabilité ne trouvera pas cette faille. Et c'est une logique auquel le développeur n'a pas pensé. Parce que le développeur, de toute façon, il y a forcément quelque chose qu'il va oublier. Même s'il est bon en cyber, il n'y a pas de secret, on est tous humains, donc il va oublier quelque chose. Donc vraiment, les failles de logique, moi je pense que c'est ce que je trouve le plus souvent de manière critique. Et bien entendu, tous les logiciels obsolètes. Les logiciels obsolètes, allez, on va dire 1 fois sur 2, c'est un cas de risque élevé parce que le truc est obsolète et on peut faire une injection ou un truc juste parce qu'il est vieux. Enfin, vieux. 2 ans, c'est suffisant. On a une question, du coup, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a le top 10 OWASP qui publie un top 10 des failles. Ça, Ouais. on en avait un petit peu parlé le mois dernier avec Anastasia. C'est une bonne source Oui, d'information aussi, je pense. Ouais, le WASP, c'est vraiment quelque chose qu'on suit. C'est important. Hein. Tous les 2-3 ans, ils font une mise à niveau avec vraiment une bonne explication. Ils expliquent tout. Et ouais, non, c'est important de suivre le WASP. On avait dit à Florian de pas trop en parler, puisqu'on en avait déjà vu le mois dernier. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé. Okay. Moi, j'avais une question par rapport aux outils que tu nous avais donné, que tu nous as donné tout à l'heure. Ils sont tous gratuits. Toi, tu utilises ceux-là ou tu en utilises des payants? Moi, tous ceux-là, je les utilise. Il y a Nessus qui est payant. Et après, bien entendu, quand on veut payer, il y a toujours une version payante. Burp, il y a une version payante que j'ai prise parce que il y a certaines fonctionnalités avec la version communautaire qui marchent pas très bien, qui marchent moins bien, et c'est fait exprès. Donc moi, j'ai la version payante de Burp, mais pour quelqu'un qui veut découvrir un peu, la version communautaire est tout à fait suffisante. Mixo, c'est gratuit, GoBuster, Deerbuster gratuit, SSL gratuit, Rotherfreda pareil. D'accord. Mais pour faire ton métier, toi, tu es obligé d'avoir des versions payantes. Ouais. Après, okay. Donia nous demande si tu peux un peu développer la partie social engineering. Qu'est-ce que tu appelles le social engineering? Social engineering, en fait, c'est traduction directe, ingénierie sociale. L'idée est en fait d'abuser soit de la confiance, soit de la naïveté des humains, tout simplement. Donc, par exemple, on voit souvent dans les films quelqu'un qui appelle et qui embourbe une personne pour qu'au final, soit elle achète quelque chose, soit elle donne les identifiants de quelque chose. Donc, c'est vraiment tout ce qui est manipulation de l'humain. Nous, on s'en sert par exemple à un moment donné s'il y a une pénétration physique avec un accueil, par exemple, il faudra toujours réussir à bypasser l'accueil. Donc, c'est très possible d'arriver à 2. Il y en a un qui se déguise en femme de ménage et qui passe le ménage et qui passe avec un... C'est le cas de mes anciens collègues qui avaient fait ça. Ils étaient pointés avec les gros trucs de ménage là. Et il a fait un boucan monstre. Et donc, du coup, la femme de l'accueil et le mec de la sécurité, ils étaient allés l'emboucaner. L'emboucaner, c'était le voir normal, quoi. Et donc, moi, du coup, la personne avait pu aller directement passer au travers sans aucun contrôle de sécurité, quoi que ce soit. Et ça fait partie du social engineering parce que du coup, on a en fait détourné l'attention de l'humain. Donc, c'est détourner l'attention, abuser de ses faiblesses. Voilà. Le phishing, c'est du social engineering, le phishing. Quand on vous envoie un mail et qu'on vous dit, voilà, vite changez votre mot de passe,
On vous met un peu une pression pour que vous le fassiez vite. Et ça, c'est du social engineering. Je sais pas si c'est clair. Ah ouais, très clair. Ouais. Comme dans les films, quoi. Exactement, c'est exactement ça.